Bonjour, Bon. Un vrai cours privé. Je me présente Laurent Olka, donc je suis d'HP, ça fait 24 ans que je suis chez HP et une vingtaine d'années que je travaille en avant-vente, donc sur les technos Microsoft depuis le début. Et aujourd'hui, donc, je vais présenter Converge System et les références architecture que HP propose pour héberger SQL Server. Donc, première slide pour remercier tous les sponsors du GUS, dont nous faisons partie, HP. Donc les Converge System et références architecture. Donc HP depuis déjà plusieurs années fait des références architecture ou des systèmes convergés, pour le dire en français, donc Converge System. Et depuis quelques mois, on a créé une division, une business unit dédiée à ces systèmes-là. Aujourd'hui, HP a 4 divisions, je dirais, matérielles, qui sont le stockage, le réseau et 2 types de serveurs. Donc les serveurs à base de x86, AMD ou Intel, et les serveurs à base d'Itanium qui supportent les OS d'HP. Donc une 5e division vient de se créer, qui s'appelle la Converge System, pour effectivement officialiser le fait qu'on fasse des systèmes complètement bundlisés, complètement, ou vendus en appliance, donc complètement intégrés en usine, aussi bien hardware que logiciel. Et aujourd'hui, sur ces systèmes convergés, on en ressort 3 types. Les virtual systems qui vont héberger tout ce qui est environnement virtualisé. D'accord, donc, dans notre cas ici, avec le GUS et Microsoft, on va supporter Hyper-V. On a tout ce qui est la partie Cloud System. Donc, c'est des systèmes convergés qui vont supporter des environnements qui vont pouvoir aller jusqu'au cloud avec les workflows, enfin les outils de workflow de certains éditeurs, dont HP. Et le 3e, c'est Application System qui va supporter tout ce qui va être applicatif. Donc on a effectivement Parallel Data Warehouse, par exemple, qui supporte donc ces environnements-là. On a, en termes d'HP, d'autres solutions. Si elles vous intéressent, vous pourrez aller voir sur le site, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'accord ? Donc Converge System, ce sont des environnements complètement intégrés en usine avec le logiciel et qui est livré sur site, préintégré. On a aussi une deuxième façon de voir les choses, ce sont les références architecture. Donc là, ce sont des white papers, des documents d'architecture qui ont été testés, validés avec Microsoft, sur lesquels en fait nous ne faisons pas l'intégration. On vous donne des white papers, il y a un site web où vous pouvez récupérer tous ces white papers et vous pouvez intégrer vous-même. Alors si bien sûr vous voulez demander à HP de le faire pour vous, on sait le faire, c'est-à-dire que prendre la référence architecture et l'intégrer en usine et vous poser un certain nombre de choses sur le système. Mais ce n'est pas l'objectif premier, d'accord ? Donc vous pouvez récupérer ces documents, acheter les matériels qui sont décrits dans ce document et faire l'implémentation vous-même. D'accord ? Donc on va parler de ces 2 types d'environnements. Donc comme on est dans un monde, on est sur la partie SQL, donc on va parler un petit peu du cycle de vie de la data. Et en fait, on va voir que HP, dans son offre, propose des solutions sur les 3 moments de la vie de la donnée. Donc la première partie, c'est la partie OLTP. Donc, ensuite, on va retrouver tout ce qui va être Data Warehouse et je dirais Big Data. Et enfin, la 3e partie, c'est tout ce qui est BI Analytics. Et donc, dans l'offre HP, on va retrouver les 3 cycles de vie. Donc, on va proposer des environnements transactionnels, donc soit virtualisés, soit natifs, avec donc pour la partie OLTP. Sur la partie Data Management, donc Data Warehouse, on va proposer le Parallel Data Warehouse, qui est une version complètement appliance, les solutions Fast Track Data Warehouse, et on a encore au catalogue un petit appliance, mais qui est d'une ancienne génération. Donc je l'ai mis encore sur la slide parce qu'il est encore disponible, mais il est basé sur donc, Windows et SQL 2008 R2. D'accord ? Et donc c'est une ancienne génération de serveurs.
Et enfin, la partie Analytics, où on va retrouver en fait une solution, une référence architecture qui s'appelle Business Decision, sur laquelle on retrouvera SharePoint et SQL. Donc on va attaquer sur la partie les environnements virtualisés. Donc on va retrouver aussi bien un système convergé, donc une solution complètement intégrée en usine, ou des références architecture. Donc, dans un environnement virtualisé, on va pouvoir supporter les 3 cycles de vie de la data, et en fonction de la taille du système, les supporter simultanément sur des machines virtuelles. D'accord. Que dire d'autre sur cette partie-là? Pas grand-chose de plus, on va effectivement avancer. Donc, première, c'est une référence architecture. C'est une petite solution sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les documents sur les sites web qui vous permettent effectivement de construire un environnement complètement virtualisé. Il n'est pas dédié à SQL, c'est un environnement virtualisé, vous pourriez faire n'importe quelle solution dessus. Mais rien ne vous empêche de supporter, si vous avez des petits environnements SQL, de les poser sur cet environnement virtualisé. Il est défini pour une trentaine de machines virtuelles maxi. D'accord ? Et c'est une référence architecture. Donc, document, vous avez une baume, une liste de matériel qui est décrit, vous les commandez et vous suivez le white paper qui vous décrit exactement, étape par étape, comment arriver à la solution montée. Vous avez même une vidéo qui se trouve sur le web qui vous décrit toute la mise en place. Autre solution qui est une référence architecture aussi, et là qui est vraiment dédiée à SQL, et en fait qui s'appelle donc HP Database Consolidation Référence Architecture, et qui est prévu pour supporter jusqu'à 2000 VM. Donc là, on n'est plus dans la même dimension. Et vous pouvez le commander dès le départ en demi-rack. Un demi-rack de cette solution-là vous permet de supporter 100 VM. Le full rack, la solution complète, donc en fait la taille complète d'un rack, vous permet de supporter 200 VM. Et à 2000, en fait, on a associé une dizaine de racks pour aller jusqu'à 2000 VM. D'accord ? Et c'est vu, tout l'ensemble est géré par le même système de management. Tout est basé sur des environnements Microsoft. Donc, la partie management va être basée sur System Center et la partie virtualisation va être basée sur Hyper-V. Va être intégré dans System Manager les outils HP, donc Inside Control, pour administrer, faire vivre, patcher, faire l'inventaire, la partie Inside Control d'HP. D'accord ? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails matériels de chaque solution. Le but, c'est de bien vous montrer les solutions qui sont disponibles. Et à ce moment-là, vous reviendrez vers nous pour voir en détail si vous avez besoin d'une de ces solutions. D'accord ? Donc, je ne vais pas décrire serveur ou stockage par élément. La solution vous permet quand même de supporter jusqu'à 60 000 I/O par seconde comme information. Et juste pour donner une information un peu précise, quand on parle des 200 VM, on a défini 3 templates de VM, donc une small, une medium et une large, qui ont donc des caractéristiques en termes de processeur virtuel, de taille mémoire, de taille disque et de nombre d'I/O. Donc lorsqu'on parle on peut supporter 200 instances de database en machine virtuelle. On a fait 128 des small, 48 des medium et 16 des VM larges. D'accord ? Donc ça vous savez quelle est la puissance que vous pouvez obtenir avec cette plateforme. Bien en amont. D'accord ? Autre solution, donc celle qu'on vient de voir était vraiment dédiée et testée avec SQL. Et là, on revient sur une version plus générale qui s'appelle Virtual System. Donc, référence architecture. Et c'est pareil, on va pouvoir supporter des machines virtuelles, un certain nombre de machines virtuelles. Et bien sûr, on peut supporter SQL dans ces environnements. L'avantage des versions SQL, c'est qu'on peut rester encore sur des versions antérieures lorsqu'on a, par exemple, des applications qui ne permettent pas de basculer sur la nouvelle version d'SQL, par exemple sur SQL 2012 ou a fortiori sur SQL 2014. D'accord ? Et d'avoir quand même de consolider la totale sur un seul type de machine et avec un système toujours basé en termes de management avec System Center et les plugins HP pour surveiller la plateforme.
Donc, entre les différentes plateformes que l'on va voir, en tout cas en référence architecture, ou même la partie Converge System, c'est leur capacité à augmenter, à grandir avec votre workload, avec votre charge. D'accord? Donc là, on va, par exemple, oui. Oui. Non, c'est alors à partir de SQL 2000. De SQL 2000, 2005, 2008, 2008 R2, 2012. Et je dirais, et pourquoi pas 2014, quand elle est sortie, cette référence architecture, 2014 n'existait pas encore. D'accord? Mais c'est un environnement virtualisé, donc si d'un point de vue virtuel, Hyper-V c'est supporté, il n'y a pas de problème. Voilà. Et enfin, la dernière solution, c'est le VS3, donc Virtual System numéro 3. C'est une solution extrêmement évolutive, puisqu'elle va être basée sur en termes de bits disque sur le high-end de l'offre HP, et avec des environnements Blade, et on va pouvoir augmenter la capacité de cette baie et le nombre de serveurs. La plus grosse solution donc, disponible, vous pouvez avoir jusqu'à 64 serveurs, donc biprocesseurs, avec chacun 512 de test, ça doit être 512 Go de mémoire, sur lequel vous pouvez héberger vos machines. D'accord? Et vous pouvez donc commencer avec juste 4 serveurs, un châssis 4 serveurs, le stockage en adéquation, et augmenter votre solution. Donc, là, on vient de voir toute la partie virtualisation. Donc, et cette plateforme a été utilisée, ah oui, j'ai oublié cette slide. Sur cet environnement-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle du disaster recovery avec une réplication, une réplication des données par la baie de disque et un cluster donc distant entre deux sites. D'accord. Cette solution-là, par rapport à SQL 2012, qui a la notion de réplica sur les VM, par exemple, hein, on peut faire donc utiliser le réseau pour dupliquer les VM. Là, on n'a pas besoin le réseau n'est pas impacté, ce n'est pas de l'Ethernet, et on utilise donc de la fibre pour répliquer, et c'est les baies de disque qui le font. Donc on ne charge pas les serveurs. D'accord? Et c'est intégré au sein du cluster, donc lorsque le cluster fait basculer une VM d'un site à l'autre, la baie réagit en adéquation. Et c'est le cluster Microsoft qui gère la baie de disque à ce moment-là. Cette solution a été... ah oui, j'en ai oublié. Ah oui. Donc, comme je vous dis, tous les environnements virtualisés sont administrés par System Center. Et on intègre toute l'offre de management, donc Inside Control d'HP. Donc on va pouvoir gérer au sein de System Center la partie driver et firmware des matériels. On va pouvoir faire le déploiement donc en utilisant tous les caractéristiques hardware que HP connaît de ses serveurs au sein de System Center en faisant du bare metal deployment. On va pouvoir utiliser la carte de management pour remonter toutes les informations, donc la carte ILO. La partie inventory, donc avoir tout ce qui se passe sur vos serveurs en termes de driver, firmware, enfin toutes les versions, les agents, et faire une comparaison donc, par rapport à une base qui serait idéale. Si on avait, par exemple, la dernière version, on a un repository de la dernière version des drivers et firmware, vous aurez une comparaison directe du statut où vous êtes et où vous devriez être. D'accord ? Ensuite, vous avez donc une partie qui est propre à HP qui s'appelle Virtual Connect, qui est une gestion donc, de profils matériels pour en fait gérer, comment dirais-je, ne pas associer la configuration du serveur au serveur. En fait, c'est un profil sur lequel vous fixez une configuration. Lorsque vous changez de serveur, cette configuration va rester. Hein, typiquement, World Wide Name, MAC adresse. D'accord ? Donc, pas de reconfiguration de votre stockage, pas de reconfiguration de votre réseau. D'accord ? Donc, et on voit, après, ça permet aussi de voir donc, toute la partie interconnexion. Et ça, c'est une visibilité donc, de toute la dépendance machine virtuelle, switch virtuel, éléments physiques et jusqu'à votre backbone. Et enfin, au sein de Insight,
vous avez l'intégration de plugins au sein de SCOM et de SCCM. D'accord? Donc remontée d'informations au sein de SCOM pour faire une corrélation, par exemple le service SQL qui tombe, quelle est la raison si c'est une panne hardware qu'il a générée. Enfin, cette plateforme, donc le Virtual System VS3, c'est celle qui est utilisée au dernier MMS, donc Microsoft Management Summit, qui a lieu en 2013 à Las Vegas, sur lequel en fait on supportait tous les labs de cet événement. Donc ça représentait donc 16 000 environnements de lab. Et à chaque fois, donc, il fallait déployer, donc, au total, sur les 4 jours de l'événement, 50 000 VM. On faisait tourner 3500 concurrentes VM. Et on déployait en 8 minutes 1200 VM. D'accord ? À chaque fois qu'il y avait donc, une nouvelle session de lab, il fallait redéployer les VM donc, de zéro pour que les nouvelles personnes qui arrivent pour jouer leur lab aient un environnement complètement propre. D'accord ? Et on a profité de la plateforme pour faire un test, donc de charge de la plateforme. Et on a pu monter jusqu'à 8300 VM fonctionnant simultanément. Donc voilà jusqu'où peut aller cette plateforme. Sachant que cette plateforme n'était pas à son maximum, hein, je vous ai dit le VS3 peut monter jusqu'à 64 serveurs, nous n'avions que 32 serveurs sur la plateforme. Donc voilà, lorsqu'on veut poser SQL Server dans un environnement virtualisé, voilà les différentes offres que HP propose. Donc, sur la partie OLTP, on a une seule offre pour héberger SQL. Donc, je dirais, c'est une référence architecture qui est basée sur un positionnement de l'OLTP. Donc, basé sur SQL 2012 et Windows 2012. Et on va utiliser donc Always On pour faire la sécurité. Dans un premier temps local avec un backbone 10 Go et éventuellement en WAN avec une version donc avec un disaster recovery. La configuration qui supporte cet environnement est un DL980 et on utilise des disques flash. D'accord, des baies de disques flash. Et on utilise complètement la réplication de la base de données par SQL Server. On n'utilise aucun système lié au matériel. Et ça permet donc en termes de puissance, hein, on a réussi à obtenir jusqu'à 650 000 IOPS. Quand je vous parle des références de performance, ça vous parle? Oui, c'est bon? D'accord. Donc voilà, ça c'est la plateforme que l'on propose plutôt pour des environnements natifs avec un fort besoin de puissance en I/O. Donc là, c'est la description de la plateforme. J'ai mis la slide, mais je ne vais pas trop m'y attarder parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. Oui. Là, on n'est pas dans un environnement virtualisé. Oui. D'accord. C'est une référence architecture native. Hein, c'est natif. On pose directement Windows et SQL dessus. On est plutôt d'ailleurs dans l'objectif de tirer le maximum de performance avec une seule instance, mais rien n'empêche, hein, c'est du serveur standard, du SQL Server standard avec Windows standard. Bon, rien n'empêche de faire du multi-instance. Voilà pour la partie OLTP. On va arriver sur la partie donc, plutôt Data Warehouse. Donc, et on va faire donc la partie PDW. Lionel, qui se trouve dans la salle, vient juste de finir sa session sur Parallel Data Warehouse. Et on verra aussi donc, que cette solution permet de faire du big data. Donc, je ne rentrerai pas dans les fonctionnalités de Parallel Data Warehouse, mais bien de la plateforme qui va l'héberger. D'accord? Donc, data management. Donc en fait, c'est un appliance, c'est vendu comme un appliance et sur lequel effectivement on va livrer la plateforme définie avec vous en termes de puissance, hein, nombre de serveurs, et sa capacité en nombre de stockage, avec
dans le prix, de compris donc l'installation sur site, les parties, donc tout ce qui est Windows, dans le prix de l'appliance est posée la partie donc Windows. La seule chose qui va être à discuter avec Microsoft, ça va être les licences SQL. D'accord, la partie vraiment licence SQL va être à discuter avec Microsoft. On livre sur cette plateforme un jeu d'outils qui permet donc de mettre à jour tous les éléments sans avoir à aller sur chaque élément. Toute une batterie d'outils pour le suivi et la maintenance de cette plateforme. Et bien sûr, la totalité du matériel sera intégrée en usine, ainsi que les logiciels. Les binaires SQL seront posés dessus. La seule chose qui manque, c'est vraiment la licence en tant que telle. Les binaires SQL sont posés, c'est complètement installé, et c'est un environnement qui est complètement virtualisé aussi. Donc tout l'environnement est basé sur des serveurs standards ou du stockage, je dirais, standard. C'est de l'attachement direct et des serveurs x86 standards. Sauf qu'effectivement, on va définir des bundles. Et là, typiquement, c'est ce qu'on appelle une scale unit. Et cette scale unit que vous allez multiplier en fonction de votre besoin de puissance ou et de stockage. Puisque la scale unit a une certaine puissance en termes de mémoire et de CPU et une certaine quantité de stockage. Et à chaque fois qu'on aura besoin de puissance supplémentaire, si on a juste besoin de la puissance supplémentaire, on aura quand même le stockage associé. Ou inversement, si on a besoin que de stockage, on aura aussi la puissance. Donc c'est ce qui fait la spécificité de cet environnement hein, du Parallel Data Warehouse, c'est son évolution systématique en puissance CPU et stockage. Donc là, on a typiquement ce qu'on appelle un quart de rack, puisqu'il y a une scale unit. On pourra aller jusqu'à ce qu'on appelle un full rack, sachant qu'on peut aller crescendo, c'est-à-dire quart de rack, demi-rack, trois quarts de rack, full rack. Avec la prochaine version de mise à jour, on pourra aller jusqu'à le rack complet sera composé de 5 scale units, ce qui fera qu'on pourra commencer à 1/5 de rack. Et pour la totalité, on peut aller donc jusqu'à 7 racks pour une capacité totale de 64 nœuds et de 5 pétabytes en termes de stockage. D'accord ? Alors, spécificité aussi qui va arriver avec le nouvel update, c'est qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qui fait que du data warehouse, d'accord, mais qui permet de se connecter à des solutions Hadoop. D'accord ? Donc, au jour d'aujourd'hui, l'offre permet de se connecter à des clusters Hadoop. Demain, cette offre sera capable d'intégrer des nœuds Hadoop dans sa configuration. C'est-à-dire que si on veut faire un full rack, aujourd'hui, on pourrait faire que des nœuds de data warehouse, alors que demain, c'est-à-dire je dirais janvier, hein, on pourra faire très bien deux nœuds de data warehouse et trois nœuds d'Hadoop, de big data. D'accord ? Ça reste deux entités indépendantes. L'entité Data Warehouse viendra se connecter avec l'option qui s'appelle Polybase de Parallel Data Warehouse pour accéder directement aux data d'Hadoop. Et donc là, je reprends les outils que HP a développés pour faciliter l'exploitation du Parallel Data Warehouse. Je ne parle pas je n'ai jamais parlé de support, même pour les versions, parce que j'ai mon collègue qui va, dans la session suivante, parler de tout ce qui est offre de service. Mais le support, est bien sûr, fait partie des offres qu'on apporte, hein, aussi bien des offres de support mission critical en 24/7, intervention 4 heures ou intervention, je dirais, 6 heures, restitution garantie. Et sur le Parallel Data Warehouse, l'offre de support se fait conjointement avec Microsoft. Et d'ailleurs, le premier appel que vous faites, il sera toujours chez Microsoft, qui vous aidera en fait à identifier la panne. Et s'il y a besoin de faire intervenir HP, fera lui-même intervenir HP. Vous n'avez qu'un seul point d'entrée qui est Microsoft.
pour toutes les autres offres, à l'exception de Parallel Data Warehouse, HP peut être votre premier point d'entrée. On est capable de prendre aussi bien le support matériel que le support de Windows, Hyper-V, de SQL. Et sur nous, on est rassuré auprès de Microsoft. Ça évite d'avoir c'est Microsoft, c'est HP et on se rejette la balle. Vous avez un seul point d'entrée et c'est votre premier point d'entrée qui prend la résolution de A à Z du problème. Parallel Data Warehouse, donc ça c'est un appliance. Une offre qui existe déjà depuis 3-4 ans maintenant, c'est une qui est basée sur donc, SQL Server standard, pas l'offre Parallel Data Warehouse, pour faire du Data Warehouse. Et c'est une définition, il y a un cahier des charges qui a été écrit par Microsoft, et les tests donc, de charge et de validation de ces références architecture ont été faits entre HP et Microsoft. Mais on a suivi un cahier des charges défini par Microsoft. Et donc on a défini un certain nombre de références architecture pour faire du Data Warehouse. Donc on est toujours au même endroit que pour le Parallel Data Warehouse. Et cette offre a commencé et elle est toujours disponible. Donc avec la version 3 cette offre s'appelle j'ai oublié de vous le dire, s'appelle Fast Track Data Warehouse, c'était la version 3 et qui était basée sur SQL 2008 R2. D'accord ? Donc cette offre est toujours disponible. On peut continuer, si vous avez des environnements et que vous ne voulez pas changer de version de SQL, en tout cas dans l'immédiat, l'offre est toujours disponible. Mais l'offre actuelle est basée bien sûr sur SQL 2012, donc c'est Fast Track version V4. Et là, on va retrouver pratiquement toute la panoplie serveur d'HP. Du 2 processeurs, 4 processeurs et 8 processeurs. Et ces références architecture sont définies. On a des white papers pour chaque référence qui vous donnent effectivement ce qu'il faut comme matériel, comment l'implémenter, quels sont les paramètres aussi bien SQL, Windows qu'au niveau du hardware dans le BIOS à mettre en place pour tirer la meilleure partie de la référence architecture. Donc on va retrouver des solutions à 11 TB en termes de capacité de stockage, en 16 corps, 17 TB. Donc la version 11 TB, c'est que du disque SSD par exemple, d'accord, que des disques en interne. Donc c'est un petit serveur 2U, 11 TB, et avec un taux de transfert par exemple de 6,4 GB par seconde. On va retrouver une version à 30 TB, des versions à 50 TB. Et à chaque fois, la grosse différence avec Parallel Data Warehouse, où vous rajoutez des serveurs et du stockage, je dirais presque de façon indéfinie, puisque là, vous avez un environnement qui est fini. Quand vous arrivez au maximum de sa capacité, il faut le mettre de côté, en mettre un autre à côté, et éventuellement soit migrer le précédent sur ce nouveau, qui est plus gros, ou faire un deuxième Data Warehouse à côté. C'est l'inconvénient du Fast Track, c'est des environnements qui sont finis. Donc ne pas se tromper. Éviter de se tromper au début dans l'objectif final du Data Warehouse. Donc il existe aussi donc, une version à 4 processeurs avec 60 TB, 8 processeurs et 85 TB. Il existe une alternative avec une baie de disque SAN. Elle n'apporte en soi pas plus de performance que la solution précédente. Et en fait, cette baie-là est plus pour ses fonctionnalités avancées. Toutes les baies de disque que l'on a vues avant, qui sont donc les P2000, sont des baies de disque avec peu de features avancées. Vous n'aurez pas de multi-tiering, vous n'aurez pas de réplication hardware avancée. Vous n'aurez pas. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de baie-là, c'est pour ça qu'on a fait cette offre-là. Ce n'est pas forcément parce que c'est une baie, je dirais, haut de gamme, qu'elle est mieux en termes de performance par rapport à un environnement Data Warehouse. Mais c'est une offre alternative. Alors,
La dernière partie donc, du cycle de la donnée, donc la partie, je dirais, BI ou analytique. Et là, pareil, on offre une référence architecture qu'on a appelée Business Decision et qui est basée donc, pour la partie donc, BI, Analytics, et qui est basée sur un environnement qu'on a déjà vu, un DL380, donc sur lequel on ne met que du disque interne et qui va être complètement virtualisé. Donc vous voyez que même lorsqu'on propose des petites solutions, on utilise beaucoup et de plus en plus la virtualisation, que ce soit Parallel Data Warehouse, que ce soit les environnements BI, on utilise la virtualisation et ça permet énormément de simplifier l'exploitation. Donc, a fortiori, ces environnements-là, alors sauf le Parallel Data Warehouse qui est vendu comme un appliance, cet environnement-là peut très bien être hébergé sur les systèmes plus gros de virtualisation qui sont à objectif plus général. On pourra très bien héberger cet environnement-là. D'accord ? La seule chose pour laquelle il faudra faire attention, c'est les performances, les I/O et les accès, puisqu'on aura plusieurs machines, puisque on aura vu des applications diverses sur l'environnement virtualisé qu'on a vu en début. Donc là, celui-ci est dédié, d'accord, dédié à ça. Et on a fait un environnement donc complètement virtualisé sur lequel on va trouver Hyper-V et deux machines virtuelles, une qui héberge SharePoint 2013 et l'une qui héberge SQL. Et on va s'appuyer sur Power Pivot, Power View, Excel, SharePoint pour faire tout ce qui est rapport, tout ce qui est présentation. Attention, un client a fait l'erreur de vouloir mettre la partie SSAS sur cette même machine. L'environnement n'est pas là pour supporter cet environnement-là. C'est-à-dire que lorsqu'il faisait une requête, un query SSAS sur l'environnement, les gens qui voulaient éditer des rapports, ils attendaient que la requête soit terminée. Parce que la requête prenait 100% des CPU pendant 10 minutes. Donc tout le reste de l'environnement était bloqué. Donc on était obligé de mettre un serveur dédié pour la partie SSAS qui se connecte, ou plutôt l'inverse, l'environnement donc Business Decision qui se connecte au serveur SSAS. On peut, cet environnement-là, sur cet environnement-là, faire une version sécurisée de cet environnement en prenant deux serveurs et en faisant donc un cluster de machines virtuelles en se basant sur un environnement partagé. Au jour d'aujourd'hui, avec les solutions pourrait être envisagée pour réduire les coûts, une version qui s'appuie sur les réplicas. Aujourd'hui, ce n'est pas une solution qui a été testée et validée, mais ce sont des orientations qui pourront être prises sur les prochaines références architecture que l'on teste avec Microsoft. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de... J'étais extrêmement vite, puisque normalement j'ai une demi-heure de plus. Donc si vous avez des questions, on peut revenir plus en détail sur les différents environnements qu'on a abordés. Donc je dirais environnement virtualisé plutôt généralisé. On en a un qui était spécifique, qui était le database consolidation. Mais d'une façon générale, on s'appuie sur la virtualisation pour héberger SQL ou, lorsqu'on est dans un environnement plus généralisé, d'autres applications. Et donc on est capable de faire aussi bien du BI, du Data Warehouse que de l'OLTP. Et des environnements, donc après, deuxième étape, environnement plutôt donc OLTP, natif. Troisième partie, donc sur la partie Data Warehouse, deux types. Un appliance MPP, donc massivement parallèle, le Parallel Data Warehouse, ou des environnements d'ISMP, donc ce sont des machines à dimension finie, le Fast Track Data Warehouse, et enfin, pour supporter la partie donc, BI Analytics, une plateforme sur laquelle on va pouvoir effectivement faire tout ce qui est rapport, essentiellement avec SharePoint, Power Pivot, Power View, Excel et SQL. Avez-vous des questions? Oui, juste par rapport au Fast Track, donc en fait, apparemment c'est une offre qui est plutôt orientée entreposage de données. Oui, du Data Warehouse, oui. Qu'est-ce qui empêcherait de faire du LTP vu les caractéristiques
Alors, la machine en tant que telle, la plateforme hardware, rien. C'est son organisation qui fait qu'elle est plutôt orientée data warehouse. Dans la configuration d'SQL, on va mettre un certain nombre de paramètres configurés d'une certaine manière. Ensuite, la façon dont on organise les disques. Sur un Fast Track Data Warehouse, on va faire plusieurs blocs de disques. À chaque fois, ce sont des RAID disques de 4 disques. Quelle que soit la référence architecture qui est proposée, c'est toujours organisé par bloc de 4 disques en RAID 10. Et vous avez, donc ce bloc de RAID 10 va être un LUN. Ce LUN, on le met en corrélation avec le nombre de corps de la solution. Et en fait, vous pouvez, dans l'organisation de l'architecture, c'est un corps, un LUN. Donc lorsque vous avez, c'est pour ça que plus on a de processeurs, plus on augmente en fait la capacité de traitement, enfin la capacité de stockage qu'on va pouvoir héberger et traiter. D'accord ? Et c'est dans son organisation. Alors que sur une plateforme OLTP, on ne va pas faire plein de petits blocs comme ça. On va plutôt mettre un LUN avec énormément de disques pour qu'il ait le maximum d'IO. Un disque, on va dire un disque traditionnel, 10 000 tours, c'est 150 IO. Je ne fais pas de différence pour l'instant entre le read et le write, hein, mais 150 IO. Si on prend le bloc tel que défini pour un data warehouse, vous avez que 300 IO. D'accord ? Alors que sur un OLTP, on va plutôt faire un bloc, pareil, RAID 10, mais on va mettre 10, 20, 30 disques pour permettre de faire de l'IO. Avec des disques traditionnels. Dans la référence architecture OLTP, vous avez vu, on a mis des disques flash. Hein. Donc ce sont des disques, on met une carte PCI dans le SOT PCI Express et on accède directement et c'est un driver qui gère comme si c'était un disque en attachement direct. Et là on a de la puissance en I/O parce que c'est du disque flash. Et avec le disque traditionnel, il faut en mettre énormément. Donc c'est vraiment dans son organisation. Hein. Donc hardwarement parlant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Mais vous ne l'organiserez pas de la même manière. Donc on vous a présenté le hardware qu'on a sélectionné, on vous présente dans le document comment il est organisé et quelles sont donc effectivement les performances que vous pouvez obtenir et comment le charger pour qu'il n'y ait pas que, par exemple, la base ne soit pas fractionnée pour tirer le meilleur des performances de la solution. C'est vraiment, suivez le white paper tel qu'il a été défini par HP et Microsoft. Pour implémenter cette référence-là, vous aurez ces performances-là. Si vous changez un iota de configuration, vous ne pourrez pas prétendre à ces mêmes performances. On a testé par rapport à un objectif de performance. D'accord ? Pour éviter, parce que vous pouvez très bien faire du custom, dire je vais acheter mon. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez faire d'abord une partie d'évaluation par rapport à comment je traite mes requêtes. Est-ce que je le mets en RAID 10 ? Est-ce que je le mets en RAID 5 ? Quels sont les paramètres SQL que je touche ? D'accord ? Et vous allez tâtonner. Ça, faire sur un certain nombre de jours, tâtonner pour trouver ce qui vous convient le mieux. D'accord ? Là, c'est juste pour vous dire, sur, je dirais, 80% du marché du data warehouse, pratiquement tout le monde fait de la même manière. Voilà une configuration qui, sur ces 80%-là, va vous satisfaire. Donc, vous évitez toute cette partie d'évaluation. D'accord ? Derrière, en plus, on vous montre comment l'implémenter. Donc, vous n'avez pas à chercher. Vous suivez exactement ce qui est préconisé et vous pouvez importer vos datas. D'accord ? Donc, c'est pour vous faire gagner du temps dans l'évaluation, dans la mise en œuvre. Après, effectivement, vous aurez toujours le travail. Quelles sont les datas que je vais importer et travailler vos requêtes pour qu'effectivement elles soient optimisées. D'accord ? Bon, après, mon collègue peut vous proposer des offres de services pour vous accompagner. Hein. Sur un environnement virtualisé, vous allez peut-être plus tâtonner. Parce qu'on vous donne des guidelines, mais vous pouvez très bien avoir certains de vos serveurs qui sont extrêmement gourmands. Donc là, on va tâtonner pour dire, bon, j'ai un pool de serveurs où je pose mes machines virtuelles en fonction de celles qui ne sont pas gourmandes, celles qui sont très gourmandes. Et donc, vous allez avoir un positionnement à faire. Donc là, vous pouvez avoir plus à tâtonner. Alors que par exemple, ça, je dirais sur les environnements virtualisés généralisés. Alors sur le DBC, on vous avait dit, voilà, on a fait trois types de
de templates. On a testé avec ces 3 templates. On sait que ça fait 1600 IO. De telle manière, si toutes vos machines sont approchantes, vous pouvez tabler sur 200 VM sur un environnement full rack. En fonction de ce dont nous avons testé, on vous propose des solutions pour vous éviter tout ce travail en amont d'évaluation, hein, qui est souvent la partie la plus longue. Donc c'est mon copain qui n'est pas toujours content parce qu'il ne travaille plus en amont. Donc voilà, c'est vraiment les objectifs, c'est vous faire gagner du temps. Et donc sur des environnements comme le VS3 ou comme le Parallel Data Warehouse, où là on vous le fait même en usine, c'est-à-dire que si vous achetez 2 systèmes de database que vous voulez séparer, un pour votre site de prod et un pour votre site de secours, vous savez qu'ils sortiront exactement de la même manière. Ils seront câblés de la même manière et ils seront installés d'un point de vue Windows, d'Hyper-V, de toute la configuration, exactement de la même manière, parce que c'est fait en usine et que ce sont des scripts qui sont joués. On ne vient pas sur site et en fonction que ce soit moi ou mon collègue, on pourrait avoir 1 ou 2 paramètres qui diffèrent, parce qu'on n'a pas les mêmes vues. D'accord ? Donc on est sûr de reproduire systématiquement le même environnement. Donc ça, c'est l'avantage de l'intégration en usine. Le câblage, il est superbe. Et on a juste, en fait, lorsque ça arrive en usine comme ça, plugger la partie électrique, plugger les câbles réseau qui remontent vers votre backbone. On passe une journée à démarrer la plateforme et on vous donne les clés. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage de faire quand tout est intégré en usine. Les références architecture, ça vous apporte quelque chose, mais pas autant qu'une intégration en usine. Ça vous évite le temps d'évaluation, le temps de tâtonnement que vous pourriez avoir. C'est vraiment cet objectif-là. On a fait des tests avec Microsoft, ça va toucher 80% des cas. Il y aura des cas où effectivement ça ne sera pas bon. Faut pas... Il y a des cas particuliers qui peuvent... les gens qui utilisent le data warehouse parce qu'il n'y a pas meilleure solution mais qui ne correspond pas et on se retrouve dans des workloads qui sont atypiques. Et là, effectivement, on se retrouvera certainement à tâtonner. Oui ? Alors, les références architecture ou les appliances évoluent. Pour vous dire, cette référence architecture, au tout début, c'est un appliance. Donc, ça évolue. On fait vivre avec, effectivement, on a commencé toutes ces références architecture ou ces appliances avec SQL 2008. SQL 2008 R2, SQL 2012, donc SQL 2014 arrive, oui, on va changer. La référence architecture OLTP qui est faite avec des disques flash aujourd'hui, on est en train de revoir, on est plutôt en train de s'orienter vers des cartes dans le serveur, style Fusion.io, avec une baie de disque pour faire du tiering, style la baie jaune qu'on a vue, la baie 3 parts, sur lequel on peut avoir donc des contrôleurs avec du cache, des disques SSD, des disques normaux et des disques 7200 tours de forte capacité. Et la baie est capable de déplacer les données chaudes ou froides en fonction des besoins. Ça, excusez-moi, c'est dans votre solution OLTP ou... Non, dans la solution OLTP aujourd'hui, ce sont des baies de disques flash sans aucune intelligence. D'accord ? On a juste cherché la puissance. D'accord ? Et on s'est appuyé sur Windows 2012 et SQL 2012 pour faire donc, le RAID, pour faire la réplication, enfin la sécurité des datas au niveau d'un cluster synchrone sur le même site, ou en tout cas proche, versus un DR avec donc tout ça en réplication avec Always On. D'accord ? Et sur SQL. Là, on est en train de regarder les nouvelles références architecture. Et effectivement, on va peut-être passer des cartes moins grosses, parce que un disque flash, c'était 5, 10, et je crois que ça allait jusqu'à 30 Tera. D'accord ? Et c'était la carte dans la baie était échangeable à chaud de flash, et en RAID 10. D'accord ? C'était extrêmement cher. Et là, on est en train de regarder plutôt des cartes Fusion.io. La plus grosse carte, c'est 3 Tera. Aujourd'hui, je dirais, aux États-Unis, ce sont des bases qui sont assez courantes. C'est moins courant en France. Une base de 3 Tera qui a besoin
d'énormément d'IO. Donc, souvent, la carte Fusion IO suffit. Ou, comme nous, maintenant, les technos Microsoft permettent, pour la base de données, de faire sa propre sécurité locale, ou même à distance, puisqu'on n'a plus besoin de disques partagés, donc d'utiliser ces cartes-là, et de pouvoir faire un niveau donc de tiering sur les données, parce qu'on n'utilise pas 100% des données, d'accord, avec la plus forte performance. Donc de pouvoir en fait dédier ou laisser la baie choisir sur les données, effectivement, en termes de niveau de disque, du disque SSD. Pourquoi disque SSD dans une baie de disque versus des cartes Fusion IO ou des baies de disque flash, c'est le temps de latence. La baie de disque, on a le SAN, on a le contrôleur, donc on introduit la latence. Au niveau de la carte Fusion IO, on est dans le PCI Express, la latence est moindre. D'accord ? Alors, Fusion IO, c'est pareil, ça a plus de latence par contre que ce qui est en mémoire. Donc avec SQL 2014 et Hackathon, qu'est-ce qui va se passer? On va travailler en mémoire. Bon, la mémoire, elle est volatile. Donc on va sauvegarder régulièrement sur la Fusion IO pour ne pas impacter, ou en tout cas impacter de façon minimale les données qui sont en mémoire avec Hackathon. D'accord? Premier niveau. Et puis effectivement, on fera à ce moment-là, si on voit que des données ne sont plus nécessaires, on les déplacera soit sur le SSD, soit sur la baie de disque, avec des disques moins chers, pour réduire les coûts. Parce que des baies de disque flash, ça coûte encore très très cher. Je ne dis pas que dans 2 ans, 3 ans, tout le monde sera passé sur du flash, que le flash aura baissé ses prix, parce que ça se déploie et que c'est plus facile à faire. Hein, si on prenait un disque 15 000 tours il y a 5 ans ou même il y a 10 ans, ça coûtait la peau des fesses. Alors que maintenant, ça coûte pratiquement plus rien. Et aujourd'hui, c'est un disque SSD, par exemple, un 800 Go, ça coûte presque 5 000 €. Et un disque 4 Tera, 7200 tours, pour poser les données froides, ça coûte 450 €. Et là, je vous parle en prix public. Donc voilà, ça va suivre. Hein. HP a justement créé cette division Converged System pour pouvoir vivre ces environnements où on a besoin de plus en plus en fait, d'aller vite et d'être assuré sur les performances attendues. C'est quelque part presque un engagement de vous dire vous pouvez atteindre ces performances-là. Alors que lorsqu'on fait vous achetez le serveur dans un coin, le stockage dans l'autre, vous allez tout réunir. Vous n'avez pas forcément tout faire le câblage correctement, des points de contact. Un truc tout bête, hein, une fibre qu'on ne fait pas attention, on la tord un peu trop. Ça va fonctionner, mais lorsqu'on va demander la performance, elle ne sera pas là. Moi, j'ai vu le cas sur une implémentation où, effectivement, le câble entre le switch et la baie de disque ne montait jamais à 8 Go. La baie de disque, elle disait « je suis à 4 Go ». On a changé la fibre, on est passé à 8 Go. On n'a rien touché d'autre. La fibre avait dû être un peu abîmée, coincée. Donc ce sont des choses que vous n'avez pas forcément les moyens de voir ou de tester. Alors qu'en usine, tout va être câblé et il y a un test de sortie. Voilà, donc on a fait une division spécifiquement sur ces systèmes et on sort de plus en plus de systèmes. Hein. On a des systèmes donc, convergés Hadoop, SAS, puis d'autres concurrents. Hadoop et SAS parce que ils peuvent travailler avec Microsoft, mais on a d'autres systèmes dits convergés qui supportent d'autres environnements complètement concurrents de Microsoft. Voilà. D'autres questions? Ouais, Data Warehouse, de ce que j'ai compris, il y a un Active Directory qui est propriétaire. C'est même, je dirais, pire que ça. Vous avez en fait 2 domaines. Il y a 2 domaines dans le Parallel Data Warehouse. Vous avez un domaine qui va, je dirais, gérer votre infrastructure, parce qu'il faut comme on est en cluster. En fait, là, quand on voit tous les nœuds, ils sont en cluster. Quand on voit la limitation à 64 nœuds, c'est la limitation du cluster Microsoft dans Windows 2012. 64 nœuds. D'accord? C'est le maximum. Hein? Donc, il y a un cluster. Le cluster impose un domaine, donc un environnement Active Directory. D'accord? Et il y en a un deuxième qui, lui, est
purement… le premier va gérer, je dirais, l'infrastructure, donc le cluster, toute la gestion. Et le deuxième, c'est un deuxième Active Directory qui va gérer vraiment les machines de Parallel Data Warehouse. Parce que toutes les machines de Parallel Data Warehouse, en fait, ce sont des VM. D'accord? Alors, il est clair que sur un nœud du Data Warehouse, il n'y a qu'une seule VM. Elle a toutes les ressources. D'accord? C'est vraiment du 1 pour 1. Mais par contre, en termes de gestion, lorsqu'on doit basculer la VM parce que le nœud est tombé, on bascule juste la VM. On ne fait pas un basculement de tout l'environnement physique. Et ça permet d'utiliser des fonctionnalités comme le SMB3 avec le RDMA. C'est-à-dire que lorsqu'on bascule une VM, on perd un nœud, les nœuds sont attachés directement au stockage. D'accord? Si on le perd, il ne bascule pas sur le deuxième nœud, parce que sinon on prendrait de la performance. On déséquilibrerait complètement le Parallel Data Warehouse. Et il se mettrait à tourner à la vitesse du moins rapide des nœuds. D'accord? Donc on bascule sur un autre nœud. Mais cet autre nœud, en fait, n'est pas attaché directement au stockage. Et on passe par l'InfiniBand avec donc, les fonctions qui ont été implémentées avec Windows 2012, qui est SMB3 et RDMA. Pour un accès, en fait, comme si c'était un serveur de fichiers, mais à une très grande rapidité. Et lorsqu'on fait l'overhead généré par cette perte est pas, je dirais pas significative sur l'impact global de la solution. Donc il y a deux Active Directory complètement indépendantes. N'ont pas besoin il n'y aura pas d'entrer dans une forêt ou besoin de faire des règles de droit entre votre domaine de production et ceux du PDW. Par contre, ce qui va arriver avec l'Update 1, c'est de pouvoir intégrer les users de PDW dans votre Active Directory. C'est-à-dire que les utilisateurs de PDW seront gérés dans votre Active Directory de groupe. D'accord? Pour éviter d'avoir à gérer localement les users qui ont le droit d'accéder à telle ou telle partie du PDW. Pareil, vous allez avoir des users de PDW qui font l'administration du PDW et ceux qui sont vraiment les utilisateurs en termes de requêtes, en termes de PDW. Hein, c'est vraiment un système à faire vivre. Et ça, par contre, cette spécificité de l'Active Directory, on l'a qu'avec le Data Warehouse, le Parallel Data Warehouse. Oui. Sur les autres solutions, simplement, on monte ces briques software. Par exemple, sur le database consolidation, on peut faire complètement un environnement dédié avec un Active Directory local. Par contre, on peut faire effectivement une association avec votre Active Directory. Parce que c'est pareil dans le dans le database consolidation, c'est complètement un environnement virtualisé avec un cluster. Donc, comme pour le cluster, il faut un domaine. Et on ne veut pas être tributaire du domaine de votre groupe. Il faut que la machine puisse tourner indépendamment, puisqu'en fait, c'est que son infrastructure qui a besoin de ce domaine. Les machines virtuelles qui sont posées dessus, par contre, peuvent très bien s'enregistrer dans votre domaine, à vous. C'est vraiment la VM qui vous intéresse. L'infrastructure du database consolidation, elle est là juste pour supporter vos VM. Hein? Et c'est le même principe dans le Parallel Data Warehouse. Une partie infra, une partie, je dirais, applicative. Et certainement dans le domaine applicatif, il faudrait qu'on regarde un peu comment c'est foutu sur l'Update 1. Donc, Lionel est sorti, mais ça aurait été plutôt à lui qu'il aurait fallu le demander. C'est effectivement comment j'intègre ma partie applicative, donc mes users applicatifs, au sein de mon domaine. Et ça va arriver avec l'Update 1, la U1 qui devrait sortir en janvier. Ça va apporter un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, aussi bien donc logicielles que hardware. Pour nous, la partie hardware, c'est le fait de pouvoir faire une 5e scale unit dans le même rack. Dans le PDW, on dit on a un espace utilisateur qui est vide où on peut mettre des serveurs supplémentaires. Quand on pourra faire une 5e scale unit, cet espace-là n'existera plus. D'accord? Donc il faudra systématiquement le serveur qui va servir de landing zone ou de backup qui soit extérieur. Pensez à prendre une carte InfiniBand pour le mettre dedans, comme ça on peut le connecter au réseau interne en InfiniBand du PDW.
et tirer parti de cette puissance, faible latence et grande bande passante. Hein. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui. Du temps, d'accord. Ça risque d'avoir un impact fort sur le tiering, dans la façon dont la baie va gérer effectivement ces données. Oui. Alors, je suis pas, alors je dirais, je suis pas. C'est nos B3 parts qui savent faire ça. Hein. Je ne saurais pas exactement vous dire comment elle fonctionne, mais je pense qu'il y a certainement, on peut la laisser faire ou lui imposer de déplacer les données. C'est-à-dire que, ok, elle ne les voit pas comme étant des données chaudes, mais moi je lui dis c'est des données chaudes. Donc elle va elle-même les déplacer. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à faire ce travail, mais vous lui donnez l'indication que c'est une donnée chaude. Donc elle va les emmener par exemple sur les disques SSD. Hein. Si vous lui dites que c'est une donnée froide, elle ira les mettre sur les disques à 7200 tours de forte capacité. D'accord ? Elle ne fera pas de l'auto-évaluation, mais vous pourrez lui dire c'est une donnée chaude. Oui, parce que l'auto-évaluation, elle va le prendre sur une période de temps, effectivement. Ou alors, il faudrait qu'elle soit chaude comme ça, la donnée, pour qu'elle le prenne en compte et effectivement, elle le déplace. Mais rien ne vous empêche de dire, vous savez qu'elle va jouer tous les débuts de mois. Vous lui dites, c'est une donnée chaude, et dès qu'elle verra qu'il y a de l'activité, elle sera mise sur les disques SSD. C'est une B3 part ou c'est pas HP? Là, après, voilà, ça dépend de l'intelligence de la baie. Ça dépendra de l'intelligence de la baie. Donc la recommandation, je dirais, c'est de demander au constructeur de la baie comment elle fonctionne. Ça, je peux. Vous avez mes coordonnées. Je vais les réafficher. Question-réponse. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me pousser un petit mail si vous savez que c'est une B3 part, si vous avez le modèle. Poussez-moi un petit mail et puis je trouverai la bonne personne pour vous répondre comment vous pouvez forcer cette information pour la baie. Hein? Bon, c'est pareil, dans la présentation, je ne sais pas, elles seront mises à disposition, les présentations? Oui, d'accord. Donc je n'ai pas mis les liens. Poussez-moi un petit mail. Et je vous donnerai tous les liens sur les white papers, des références architecture. Je ne sais pas si vous connaissez le site HP Active Answer, où sont regroupés en fait tous les white papers, toutes les références architecture sont là. Vous avez même des outils pour faire des dimensionnements. Il y a un sizer Exchange, il y a un sizer SQL, il y a un sizer Hyper-V. Donc vous pouvez récupérer. Par exemple, le sizer Hyper-V, vous avez utilisé MAP, l'outil de Microsoft, pour faire la découverte, remonter des informations sur vos bases de données. Mais ce résultat-là, vous pouvez l'importer dans le sizer. Il va vous sortir une configuration et le positionnement des VM en fonction des types de machines. Donc, si vous sélectionnez, je veux par exemple le Virtual System 3, il vous fera le dimensionnement du VS3. Si il vous faut l'entrée de gamme ou le très haut. Et vous avez tous les documents performance, architecture qui sont là. Donc poussez-moi un petit mail, je vous donnerai tous les liens. Et il y a quelques sites web, alors, je dirais externes, qui sont faits par Windows IT Pro sur aussi bien l'environnement convergé, virtualisé, que sur la partie data management. Donc des gens comme Michael Ottey ou d'autres personnes qui écrivent pour Windows IT Pro ou Windows écrivent sur ces sites web qui sont dédiés à HP Microsoft sur ces environnements-là. Donc ça, je pourrais vous le pousser. D'autres questions? On a fait le tour finalement, on y est arrivé alors.
Vous avez mes coordonnées, surtout n'hésitez pas. Et s'il y a besoin derrière, si vous avez effectivement un projet, on verra quelles sont les bonnes personnes à voir. Ou si vous avez des questions, même techniques, hein, n'hésitez pas. Merci.